Après les immenses mobilisations à Marseille et partout dans le pays hier, nous sommes réunis ce soir pour une nouvelle étape avec le meeting organisé par notre député Pierre Dharréville. Meeting contre la réforme. Meeting contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement et pour un vrai droit à la retraite. Monsieur le maire, Laurent, merci de nous accueillir ici à Port-de-Bouc. Tu étais présent hier à la manifestation. Pourquoi es-tu opposé à cette réforme? Si tu peux venir nous dire quelques mots, s'il te plaît. Monsieur le maire de Longchamp, comment ça se fait là? Mesdames et messieurs les députés, cher Pierre, Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le maire de Martigues, Monsieur le conseiller départemental, chers Port-de-Boucains et chers Port-de-Boucains, 68% des Français s'opposent à la réforme des retraites que tente de nous imposer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Hier, comme le disait Nathalie, nous étions toutes et tous rassemblés à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône et dans toute la France, pour faire barrage à ce projet de loi fondé sur l'injustice. Sous couvert d'une urgence financière imperceptible aux yeux des syndicats et des Français, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne veulent passer en force. Mais ici, à Port-de-Bouc, sur notre chère terre de résistance et de lutte, nous savons répondre aux invectives du libéralisme et du gouvernement. Hier à Marseille, à peu près 500 Port-de-Boucains ont défilé. 3 bus sont partis. En tant que maire d'une ville située dans un bassin industriel, je constate au quotidien les effets néfastes du dur labeur sur la santé et l'espérance de vie des habitants. Comment ne pas évoquer ici l'usure et la pénibilité du travail à l'usine, sur les quais, dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans la fonction publique, dans la santé. Repousser l'âge du départ à la retraite, c'est tirer un trait sur des années de vie pour les travailleurs. Les 17 milliards recherchés par le gouvernement pour remplir les caisses de retraite, nous savons, nous, les trouver. Il nous suffit de taxer seulement 2% la fortune des milliardaires français pour les obtenir et surtout pour arrêter de sacrifier et de faire porter le chapeau aux Français les plus modestes et les plus précaires. Nous le savons. Il n'y a jamais eu autant d'argent en France et dans le monde. Depuis début 2020, les milliardaires se sont enrichis de plus de 200 milliards d'euros. Peut-on lire quotidiennement dans les journaux? Des chiffres inhumains et indécents, à l'image de la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron, champion tout désigné de l'ultra-libéralisme. Et que dire des milliards donnés au patronat, sans contrepartie d'emploi ou sans investissement? Quelle honte! Dans cette lutte pour la préservation de nos conquis sociaux et du travail des élus communistes comme Ambroise Croizat à l'époque, qui est toujours d'actualité, et tant d'autres, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur le formidable travail de Pierre à l'Assemblée nationale. Sa capacité de travail, sa proximité, son engagement, son rejet de l'injustice font de lui la personne toute désignée pour porter nos luttes locales à l'échelle nationale. Avec la récente réélection de Pierre, nous avons pu conserver une résonance dans l'hémicycle. Et cet écho s'avère le plus important dans le processus de destruction de nos retraites qu'engage le gouvernement. Malgré le mépris de classe et l'avalanche de 49.3 que fait pleuvoir le gouvernement sur nos populations, je sais et nous savons pouvoir compter sur le travail de Pierre pour défendre l'intérêt et la situation des habitants de Port-de-Bouc et de la circonscription. Merci Pierre. Je
Je te remercie chaleureusement d'avoir organisé ce meeting pour un vrai droit à la retraite. Il est essentiel de pouvoir vieillir dans la dignité. Comme le disait Ambroise Croizat, il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. En bonne santé et de pouvoir profiter de ces années riches en passion, en proximité avec sa famille, ses amis et ses instants de vie. Cette contre-réforme ne va pas dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'humanité. Cette contre-réforme, nous devons la contrer et nous devons tout faire pour qu'elle aille dans les oubliettes de l'histoire. Le combat ne fait que commencer. Tous ensemble, nous allons y arriver. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse la parole. Merci Laurent. Je tenais à remercier aussi également la présence de Gaby Charmous, maire de la ville de Martigues, et je tenais aussi à excuser l'absence de Olivier Matteux, secrétaire général de la VDCGT, qui est en réunion pour les organisations syndicales, et remercier la présence aussi des représentants syndicaux. Magali Giorgetti. Tu es la députée suppléante de Pierre d'Aréville et conseillère départementale. Cette réforme des retraites est néfaste pour des millions de Françaises et de Français. Peux-tu nous dire pourquoi, nous en dire un peu plus surtout? Je te laisse la parole. Allez, vas-y. Mesdames et messieurs les députés, messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, que ce soit hier en manifestation à Marseille ou aujourd'hui au sein de notre salle Gagarine à Bordeaux, le constat est clair. Les Françaises et les Français refusent catégoriquement la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Une réforme injuste qui accroisse les inégalités entre les plus modestes et les plus riches, mais aussi entre les hommes et les femmes. Il est clair que l'actuelle organisation du travail maintient les femmes dans un statut d'infériorité institué sur le modèle patriarcal. Elles subissent trop souvent la reproduction du partage traditionnel des rôles dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Oui, s'attaquer, pour ne prendre qu'un exemple, au temps partiel imposé vécu majoritairement par les femmes, permettrait non seulement d'améliorer les conditions de travail des femmes et d'améliorer leurs conditions de départ en retraite. Je pense bien sûr aux aides à domicile, aux caissières, aux femmes de ménage ou encore aux soignantes, qui, en peut-être moins bien payées que les hommes, profitent difficilement de leur retraite par manque de moyens. Être une femme aujourd'hui encore, une femme active, c'est percevoir en moyenne un salaire inférieur de 22% à celui des hommes et une pension 24% moins importante. Les inégalités se cumulent et ne s'arrêtent pas lorsque les carrières prennent fin. L'État, on le sait, ne joue plus son rôle et ne répartit plus également les richesses produites par le travail des Français, peu importe leur sexe. En offrant cadeau fiscal sur cadeau fiscal à ceux qui ont, pour la plupart, financé sa campagne électorale, Emmanuel Macron s'attaque une nouvelle fois aux Françaises et aux Français les plus modestes. La mobilisation historique d'hier s'est imposée comme un revers face aux politiques ultralibérales qu'il veut une fois de plus nous imposer. En tant que conseillère départementale, placée sur le front de la solidarité, je continuerai à me joindre au combat des travailleuses et des travailleurs pour défendre un départ à la retraite à 60 ans dans des conditions dignes. Je vous le dis, ne laissons jamais le capitalisme faire de ce moment de vie important une variable d'ajustement budgétaire. Poursuivons donc notre mobilisation dans la rue, aux côtés de nos organisations politiques et syndicales. Soyons présents dans les jours à venir. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'applaudir Alain Marconi, enseignante au lycée professionnel Charles Bongrand.
l'éducation nationale. Nous avons déjà des conditions de travail qui se sont fortement dégradées avec toutes les réformes successives que nous avons subies, des sureffectifs en classe, de l'inclusion sans moyens. Donc, nos salaires qui sont maintenant à des niveaux très insuffisants, nous sommes parmi les moins bien payés de l'OCDE, des personnels précaires de l'éducation nationale qui sont à des salaires qui frôlent le SMIC, qui ont des temps imposés, notamment les AED et les AESH. Et le fait d'allonger la durée de cotisation à 43 annuités va nous pénaliser, étant donné que pour passer le concours de l'éducation nationale, nous devons avoir un bac pour 5 ans. Et comme les années d'études ne sont pas comptées dans les cotisations, on va travailler jusqu'à 67 ans, voire plus. Alors, dans notre secteur, un petit peu ce que disait Magali, 73% des personnels d'éducation nationale sont des femmes. Et donc, cette réforme va aggraver les inégalités de salaire par rapport en mettant des inégalités de pension aussi. Tout comme les congés parentaux, avec seulement 4 trimestres qui seront comptabilisés pour la retraite. Or, nous savons que ces congés sont quasi exclusivement pris par les femmes, comme limitant dans notre secteur. Voilà pourquoi, s'il fallait d'autres arguments, nous sommes bien entendu contre cette réforme des retraites. Merci. Merci Alia. Il est député socialiste des Landes. Maurice Vallon était venu en 2019 à Martigues dans un meeting exprimer son opposition à la précédente réforme des retraites. Cette réforme que le gouvernement d'Emmanuel Macron avait dû ranger au placard du fait des mobilisations importantes partout dans le pays. Maurice Vallon ne peut malheureusement être parmi nous ce soir, mais il a tenu à nous adresser un message. Vous êtes tous, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous à la notation de Pierre Darguet, et j'ose à peine vous dire le motif qui me retient. Le président de la République vient présenter dans mon département ses deux forces armées. J'aurais préféré être parmi vous pour dénoncer cette réforme brutale, violente, cet impôt inique sur la vie des jeunes, en particulier sur la vie des Françaises et des Français difficiles, au carrière pénible, qui ont commencé à travailler tôt, qui n'ont pas toujours eu une carrière complète. D'abord, ce qu'il faut dire avec vérité, c'est que notre système de retraite n'est pas aujourd'hui. Tout ça, c'est une farce pour les enfants. La réalité, c'est qu'il y a un déficit et qu'il peut être comblé de bien des manières qu'en faisant payer ce que nous avons appris à l'intérieur, en trouvant d'autres ressources dans les poches de ceux qui ont plein pour financer l'équilibre de notre système de retraite. Plus de justice, plus de solidarité, voilà un chemin qui aurait pu être emprunté, mais n'est pas celui du gouvernement. Je dis, c'est un impôt sur la vie des gens et sur la vie des gens modestes. Parce que pour ceux-là, qui ont déjà des différences d'espérance de vie parfois très importantes, avec l'écart, il y a 13 ans, les différences d'espérance de vie entre les 5% de Français les plus pauvres et les 5% de Français les plus riches. 7 ans entre un cap et un B. Ceux-là qui ont déjà des retraites plus courtes, des retraites en bonne santé plus courtes, vont payer 2 fois plus cher les efforts que le gouvernement demande aux Françaises et aux Français. Pour eux, la probabilité de ne pas atteindre l'âge de la retraite sera plus grande que pour d'autres. Pour eux, la probabilité d'être plus rapidement malade à la retraite sera plus forte pour eux que pour d'autres. Pour eux, la probabilité d'une retraite courte, c'est-à-dire de moins de 5 ans, sera elle aussi plus grande que pour d'autres. C'est injuste. Songez que pour 40% des Français les plus modestes, c'est la durée de leur vie à la retraite qui sera augmentée de 15%. Nous, ce que nous voulons, c'est rajouter de la vie aux années. Le gouvernement veut prendre des années à la vie. Et ça nous est insupportable. Nous ne sommes pas surpris, malheureusement, ceux qui vont venir leur président de la République, nous avons le devoir de représenter tous les autres. Et en particulier, ceux qui vont passer à la caisse. Vous savez, après le quoi qu'il en coûte, le gouvernement a décidé d'aller en coûter aux classes populaires et aux classes moyennes, à celles et à ceux qui n'ont que leur travail pour eux, quand ils en ont
et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y aura des victimes à cette réforme, et bien évidemment qui ne sont pas améliorées comme le présente le gouvernement, contrairement à ce qu'il dit. Les femmes et les hommes qui, bien sûr, avec fierté, avec bonheur, et très bien, un certain nombre de métiers qui, pour l'inconvénient du gynécologue et de lessive des dames, bien cela ne seront pas bien pris en compte dans le développement de leur carrière et leur droit à la retraite. Et les femmes, que dire des femmes, quelques-unes gagneront à cette réforme, et tant mieux, beaucoup d'autres y perdront. Alors disons que nous nous opposons à cette réforme, disons-le ensemble. Ce n'est pas les Français qui ne comprennent pas la réforme du gouvernement. C'est le gouvernement qui ne comprend pas les Français. Il y a des manifestations partout en France, celles d'hier, celles des jours à venir. Il faut continuer d'être mobilisé. C'est le gouvernement qui le sait. C'est Emmanuel Macron qui le sait. C'est Éric Ciotti, puisque c'est sa réforme, et qu'Emmanuel Macron a fini par accepter les heures testamentaires de Nicolas Sarkozy qui sont seuls. Nous, contre cette réforme, nous sommes 80% des Français. Toutes les organisations syndicales réunies à l'unisson pour l'économie. Alors continuons de nous opposer au nom d'un ami qui est celui des jours heureux, de faire de la retraite pas l'antichambre de la France qu'elle fut longtemps, mais une véritable vie. En ayant votre temps. Elle s'appelle Titi. Elle est retraitée, elle est présente et déterminée lors de la manifestation à Marseille. Et elle va nous dire pourquoi elle était là hier. Et si d'autres mobilisations sont prévues, est-ce qu'elle y sera? Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Pierre de donner la parole aux invisibles, aux sans-rien, aux sans-dames, aux sans-papiers, bientôt aux sans-culottes. Celles et ceux sans qui les riches seraient toujours plus riches, celles et ceux qui sont méprisés par nos gouvernants, qui veulent justifier leurs réformes injustifiables, mais ils ne nous dicteront sûrement pas ce dont nous avons besoin. Arriver à la soixantaine, c'est bien, direz-vous, d'autres n'y sont pas arrivés. Ce n'est plus avoir 20, 30, 40 ou 50 ans. Comme disait ma belle-mère, on ne peut pas être la mort. C'est vrai, on a plus d'expérience, plus d'eux, mais on ne peut pas faire plus de petites choses en même temps. On ne peut plus pas faire plus de petites choses en même temps. Il faut laisser la place aux jeunes. C'est le temps de prendre sa retraite. Je vous avoue même que 58 ans, ça m'aurait convenu. Mais oui, le temps de se former à la retraite. C'est tourner la page de sa jeunesse, de vivre autre chose. Souvent, les petits-enfants sont arrivés, ceux qui nous font tant vibrer du bonheur, ceux avec qui on a envie de partager beaucoup de temps. Et puis, quand ils sont à la crèche ou à l'école, il faut bien qu'on s'occupe aussi de nous, les autres. Des fois, de ne rien faire, d'aller au cinéma, de lire, se promener, s'occuper un peu des autres, et puis tant de choses encore. Les seuls réveils qui sonnent encore sont ceux de la famille pour l'école et aussi, pour le dire, des rendez-vous médicaux. Alors oui, la retraite, c'est extraordinaire d'en profiter. Avec cette nouvelle réforme, Macron et ses consorts, depuis 30 ans, veulent nous supprimer de la vie, du bonheur. Ni pour nous, ni pour nos enfants, ni pour nos petits-enfants. Il est grand temps de les arrêter. Tous ensemble, toujours plus nombreux et nombreux, exigeons le droit de vivre et non de survivre. Exigeons le droit au bonheur. Battons-nous pour des jours heureux. Merci.
vous êtes député LFI de Marseille, opposé aussi à la réforme des retraites. Pouvez-vous nous faire part des arguments qui vous poussent à vous opposer à cette réforme? Pas de chichi à moi, donc je pense qu'on va le micro. Bonsoir tout le monde. Bon, moi je suis fier d'être ici, voilà, parce que c'est Port-de-Bouc, parce que c'est la circonscription de Darreville, parce que c'est une terre de gauche. Et ça, c'est hyper important de le dire. Tout à l'heure, j'ai entendu le maire qui disait que apparemment RMC se serait baladé de partout dans la ville et aurait demandé à tout le monde si le projet des retraites ils étaient pour. Eh bien, personne n'a répondu oui. Donc du coup, je suis heureux d'être chez moi, dans une terre de gauche. Bon, je vais passer maintenant au petit discours que j'ai préparé, même si je ne suis pas habitué, parce que peut-être que vous ne me connaissez pas. Je sors d'un quartier, dans les quartiers nord de Marseille, donc du coup, je passe du quartier à l'Assemblée. Maintenant, on me propulse, merci Pierre, dans des meetings où je dois prendre la parole devant tout le monde. Donc du coup, des fois c'est compliqué, des fois pas trop. On verra ce soir. Bon, en tout cas, je tenais à remercier Pierre pour ce meeting, parce que c'est très important. Et je remercie toutes les personnes qui l'ont organisé. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on applaudisse Pierre, parce que vraiment c'est important. De voir que la gauche est là, malgré tout ce qu'on peut entendre à la télé. Ici, vous avez en face de vous des députés qui ne se prennent pas la tête, mais qui travaillent pour vous au quotidien. Donc ça, c'est hyper important. Bon, je vais commencer mon discours maintenant. Alors, disons-le clairement, notre combat contre la Macronie et son monde passe par une victoire contre la réforme des retraites. Notre route pour faire gagner notre programme partagé avec la NUPES passe par la défaite de ce gouvernement. Parce que oui, il se fiche de fracturer le peuple. Macron a décidé de lancer cette réforme injuste et brutale, malgré l'opposition de 8 Français sur 10. Et il veut casser une bonne fois pour toutes l'un des plus brillants exemples de la République sociale. Tâche 3. Et c'est toujours les mêmes méthodes de mensonge pour nous faire avaler les revenus sociaux. Parce que le but réel de cette réforme des retraites est de baisser les dépenses pour dégrader radicalement ce pilier de la protection sociale qui est le système de retraite. Le combat politique sur la question des retraites est la mère des batailles. Parce qu'aujourd'hui, pour de très nombreux retraités, après le travail, c'est la misère et la précarité. Et là, je vous parle en connaissance de cause, parce que mon père vient à peine de rentrer à la retraite, et il touche à peu près 921 € par mois, et quand on enlève le loyer et le manger, il ne reste plus grand-chose. Donc du coup, ils ne sont pas chez lui, ils restent à la maison. En fait, notre système social doit être réformé. C'est une solution. Une des solutions les plus simples serait peut-être l'égalité entre les hommes et les femmes, une égalité effective et réelle des salaires qui dégagerait des ressources importantes pour le système des retraites. Un exemple tout bête, les femmes de ménage. Elles vont dans les appartements, dans les maisons des gens, pour aller faire le ménage. Pour nos anciens qui en ont besoin, qui ont besoin d'une assistance. Ben, ces femmes de ménage-là, quand elles arrivent chez les gens, elles doivent prendre le téléphone, composer un numéro, et puis appeler. À partir de ce moment-là, elles sont payées. Mais le temps qu'elles montent l'ascenseur, elles montent chez les personnes, non. Le temps de trajet, non plus. Donc du coup, c'est important vraiment de s'occuper de l'égalité hommes-femmes et de faire en sorte que leur salaire soit valorisé pour que ça dégage des ressources importantes pour le système des retraites. Alors maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais Pierre et Marie-Charlotte sont là. On est tous les trois en commission des affaires sociales. Donc il y a tout qui passe chez nous.
Moi, je suis le petit nouveau, Pierre, un peu plus ancien, et Marie-Charlotte qui arrive de Lyon. Donc, du coup, on ne se connaît pas trop, mais on arrive quand même à s'entendre, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'ils font absolument que des cadeaux ultra riches. Et ça, pour nous, c'est une constatation qui nous fait bizarre, parce que quand on arrive et qu'on voit après dans nos circonscriptions, et quand on voit les gens avec lesquels on a l'habitude d'être, on vous le dit, mais c'est difficile à le comprendre. Alors que Pierre, gentiment, il nous aide à comprendre les petites lignes, il nous aide à comprendre ce qu'il s'y passe, et ça c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, nous constatons qu'ils font des cadeaux ultra riches sans arrêt, et essaient de nous faire croire qu'ils s'occupent réellement des gens et du peuple. Alors maintenant, il y en a assez de faire souffrir, toujours plus encore, les Françaises et les Français qui sont sans cesse sacrifiés. Moi, je vous le dis très clairement, oui, la retraite à 60 ans, c'est possible. C'est possible parce que taxer les super profits, c'est possible, mais ils ne le veulent pas. Parce que la retraite à 60 ans, c'est possible parce que taxer les super dividendes, c'est possible, mais ils ne le veulent pas. Parce que l'augmentation des salaires, c'est possible aussi, mais ils ne le veulent pas. Pour faire vivre notre système de solidarité, il n'y a qu'un chemin, une société plus juste. Tout ce que nous proposons est bien plus simple, bien plus sérieux, bien plus sensé que leur politique de petits comptables. Comment peuvent-ils nous demander à nous de travailler jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans, ça dépend des carrières que nous avons, alors que nous sommes le poumon de la France et de cette société. Nous sommes juste des gens qui font simplement tourner le pays en France. Ce n'est pas eux qui se lèvent pendant 40 ans, 30 ans, à 4 heures du matin pour aller nettoyer leurs bureaux, faire tourner les usines, décharger leurs colis. Comment peuvent-ils demander à des ouvriers, des infirmières, des caissières, des enseignants, des postiers, des travailleurs sociaux de travailler pour toucher une retraite au niveau du seuil de pauvreté, voire même d'être décédés avant? C'est la preuve de leur mépris envers le peuple. Ce qui compte pour eux, ce sont les chiffres. Ce qui compte pour nous, c'est l'humain. Ce braquage légalisé par une majorité des politiques aux ordres des plus riches nous coûte notre capacité à organiser un système qui permet à nos anciens de profiter de leurs vieux jours après une longue, difficile vie de travail. Alors amis, chers camarades, à l'heure d'entrer dans la lutte, souvenez-vous ce que disait le grand Jean Jaurès. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Vive l'unité, vive la lutte et bientôt l'avenir en commun. Merci. Merci Sébastien. Yann, vous êtes salarié dans l'industrie. Cette réforme, si elle venait à être adoptée, quelles conséquences pour les salariés? Bon, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je représente donc l'usine Cameron-Fosse et au-delà de cette usine, la CGT Cameron-Fosse. Et donc je vais être bref, je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passerait pour un salarié lambda dans les usines, des salariés lambda, avec chacun leur spécificité dans leur travail. Donc je vais vous lire ces exemples. Si la réforme des retraites passait. Alors, je suis salarié posté à 3000 dans le raffinage. Si la réforme passe, avec la fin des accords de départ anticipé liés à la pénibilité, je partirai à la retraite 5 ans plus tard. Donc partir à la retraite pour des gens qui travaillent la nuit, qui se lèvent à 3h30 du matin, 5 ans plus tard, c'est tout simplement pas possible. Dans le projet de réforme, les accords liés à la pénibilité, qu'ils soient d'entreprise ou par convention collective, seront interdits au profit du CDP, Code professionnel de prévention.
C'est-à-dire qu'en gros, que tout ce qu'on a gagné, les départs anticipés pour les postiers, qui dans certaines entreprises vont jusqu'à 5 ans, c'est fini. Voilà. Pour les jeunes, ça sera terminé. Un autre exemple. Je suis secrétaire administrative à temps partiel dans une usine Céveso. Dans ma carrière, j'ai eu des périodes de chômage. Si la réforme passe, je devrais travailler jusqu'à 68 ans pour avoir ma retraite à taux plein et je ne pourrai pas prétendre à avoir la pension minimum promise par le gouvernement. Dans le projet de réforme, seuls les salariés ayant travaillé toute leur carrière à temps plein auront droit au minimum de pension. C'est clair. Un autre exemple. Je suis salarié sous-traitant dans les usines pétrochimiques. J'ai commencé à travailler avant 18 ans, donc une carrière longue. Si la réforme passe, je travaillerai jusqu'à 62 ans au lieu de 60 ans. Dans le projet de réforme, le dispositif carrière longue est repoussé à 62 ans. Dernier exemple. Je suis technicien dans une usine chimique. J'ai étudié jusqu'à 22 ans et je n'ai pas de reconnaissance de ma pénibilité, même si je suis exposé régulièrement à des produits dangereux. Michel Bison, il n'y a aucun produit dangereux dans l'usine. Si la réforme passe, je devrais travailler minimum jusqu'à 65 ans. Dans le projet de réforme, avec le passage à 43 annuités, même si j'ai 64 ans, je ne pourrai pas partir. En plus, avec la décote, je devrais peut-être encore attendre pour avoir un montant de retraite acceptable. Donc voilà, nous, clairement, dans la pétrochimie, on est contre la réforme de retraite et on va se battre tout ce qu'on pourra pour bloquer cette réforme. Voilà. Merci à tous. Marie-Charlotte Garin, vous êtes députée EELV du Rhône. Cette réforme va accentuer les inégalités entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, pardon? Bonsoir à tous et à toutes. On va baisser le micro là. Alors vous ne le savez pas, mais j'ai beaucoup de chance qu'on soit tous assis sur scène parce que sinon debout entre Sébastien et Pierre, je fais vraiment toute petite. Moi je suis du coup Marie-Charlotte Garin, je suis députée écologiste de Lyon. Alors tout à l'heure j'ai voulu dire que Lyon c'était le début du sud, mais on m'a dit que non, je ne peux pas dire ça. Donc je ne le dirai plus, c'est promis parce que j'aimerais bien être invitée un jour. Tout ça pour vous dire un grand merci monsieur le maire pour votre accueil, merci Pierre d'être à l'initiative de ce meeting et je vais rejoindre ce que disait mon collègue Sébastien tout à l'heure. Il faut se rendre compte de la chance que c'est pour des apprentis députés, des bébés députés, d'avoir la chance de siéger à la commission des affaires sociales aux côtés de Pierre et d'apprendre de lui qui a déjà fait un mandat et qui est toujours très généreux dans la transmission. Enfin, c'est vraiment un plaisir, un honneur qu'il apprend à je ne peux pas trop le dire au niveau local à la Fédé, mais je dis souvent que c'est mon communiste préféré. Tout ça pour vous dire, parlons de cette réforme des retraites. Je sais pas vous, mais moi la mobilisation dans la rue, hier, ça m'a donné un espoir. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. Et j'ai moins d'expérience de manifestation, moins d'expérience syndicale que certains d'entre vous. Et moi je me suis dit, waouh, il est en train de se passer quelque chose. Et on a beaucoup entendu en filigrane le mot brutal. On dit beaucoup que cette réforme elle est brutale. Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est ce gouvernement qui est brutal. Et sauf que maintenant on a eu 50% en compte. Il a été brutal en manifestation pendant 5 ans. Je sais pas vous, mais moi je sais qu'on n'ose plus emmener les enfants en manif en fait, parce qu'on sait très bien qu'on risque de se faire taper dessus. Il a été brutal avec la parole des citoyens et des citoyennes. Je pense au carnet de doléances des gilets jaunes qui ont été écoutés, qui n'ont jamais été écoutés. Je pense aussi à la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez dit qu'on reprendrait les propositions sans filtre. Ça n'a pas été le cas. Je pense aussi au débat parlementaire. Vous avez peut-être suivi que nous, on a eu une rentrée parlementaire difficile, avec beaucoup de 49.3 et une forme de brutalité à notre égard, et en tout cas à l'encontre du débat démocratique. Et tellement brutal, j'ai envie de dire, les 49.3, on pourrait faire un collier de perles tellement on en a. Et après, cette réforme, finalement, c'est de l'enfumage, puisqu'ils veulent faire payer à ceux qui bossent les cadeaux qu'eux-mêmes ont choisi de faire aux entreprises. Donc c'est bien un choix politique. C'est ce que disait Boris dans sa vidéo, mais le Conseil d'orientation des retraites, il nous dit elle n'est pas nécessaire, cette réforme. La maison, elle n'est pas en train de voler. Les dépenses, elles sont maîtrisées, le modèle, il est stable, et on peut faire d'autres choix politiques que ceci. Et l'enfumage, il continue, puisqu'au début, on nous a annoncé 65 ans.
Et puis d'un coup, on dit ah, mais non, vous inquiétez pas, c'est 64 ans. Alors c'est cool, hein, mais c'est comme avec les enfants. Tu peux dire tu veux 6 cuillères ou 5 cuillères de brocoli. À la fin, ça fait toujours trop de brocoli. Et moi, j'ai envie de vous parler aussi de à quel point cette réforme elle est à côté de la plaque. Parce que finalement, elle ne vient pas interroger la question de la place du travail dans notre société. Et moi, je crois que le sens de l'histoire, je crois que c'est M. le maire qui en parlait aussi, le sens de l'histoire, c'est que finalement, le travail ne doit pas prendre toute la place et qu'il faut le remettre à la juste place. Aujourd'hui, le taux d'emploi des 50-64 ans, c'est 56%. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont sans emploi ni retraite. Et avec cette réforme, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter ce nombre de personnes. Et donc on va comme un peu gonfler cette espèce de sas de précarité qu'il y a avant la retraite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il va bien falloir le payer. Les personnes qui sont en invalidité, qui sont au chômage, qui sont au RSA, ben ça va coûter cher aussi à la société. Donc finalement, on nous promet des économies avec cette réforme, mais ces économies, on va les payer ailleurs parce qu'on va précariser de plus en plus les gens. Moi, j'ai une question pour vous. Je vois que, est-ce qu'on a des personnes retraitées dans la salle? Combien d'entre vous sont dans des associations? Voilà. Combien d'entre vous s'occupent des enfants ou des petits-enfants dans votre entourage? Voilà. Mais qui va faire ça? À nouveau, c'est un impensé. Superman, il est incapable de penser à un projet de société complet. Ils regardent par le petit bout de la lorgnette en montant leurs petits sous et ils sont incapables de proposer une vision, de proposer un vrai projet. Et puis, je vous l'ai dit au début, moi je suis députée écolo. Donc là, on ne s'interroge même pas sur le fait que dans 30 ans, on n'est même pas capable de garantir les conditions d'habitabilité de la planète. Et donc là, on ne pense même pas les conditions de travail. Les gens qui bossent sur les chantiers toute la journée, ils vont faire comment quand on aura des canicules de plus en plus souvent? C'est une vraie question. Et là, on n'est pas là. Et moi, j'ai organisé un meeting comme celui-ci en décembre, et j'ai été très bouleversée par le témoignage de jeunes qui disaient mais nous, on est incapable de se projeter dans la retraite, parce qu'on est incapable de se projeter dans ce qu'on veut faire plus tard, parce que tout simplement, on a l'impression qu'avec le changement climatique, on n'a pas d'avenir. Et à nouveau, ça, c'est pas pris en compte. Et ensuite, moi je suis aussi membre de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée et je suis une députée féministe. Et donc ça c'est la question des femmes, tout ça. Et je suis ravie que ça ait été évoqué dans plusieurs interventions parce que ça montre à quel point finalement les questions d'égalité aujourd'hui elles touchent tout le monde et tout le monde en parle et c'est une bonne nouvelle. Les inégalités de salaire, elles sont à peu près à 22%. Elles sont en train de réduire tout doucement. Mais pour la pension de retraite, c'est 44%. Donc c'est des phénomènes qui s'aggravent. Et là, du coup, je pense que dans la salle, je vois beaucoup de femmes aussi. Je crois que tous et toutes autour de nous, on connaît des femmes qui ont juste arrêté dans leur carrière, soit parce qu'elles l'ont choisi, soit parce qu'elles l'ont subi pour s'occuper des enfants ou pour avoir des temps partiels. Bah, tout ça, ça cause des inégalités en fait. Et là, on demande de faire travailler plus longtemps celles qui ont le plus de difficultés à partir en tout cas avec une pension complète. Est-ce que vous savez le taux de féminisation, donc à quel point les métiers du soin et du bien, quel est le pourcentage de femmes dans ces métiers-là? Ouais, 89%. Et ça veut dire que moi j'ai appris un chiffre qui m'a énormément choquée. Est-ce que vous saviez que l'espérance de vie d'une infirmière, elle est de 7 ans inférieure à la moyenne des femmes? Et ces femmes-là, on veut continuer de leur faire travailler encore plus longtemps. Moi, hier en manifestation, j'ai discuté avec Joséphine qui est aide-soignante. Elle dit mais moi, je ne veux pas faire ce métier si longtemps parce que je ne peux même pas le faire comme je veux, je suis obligée de le faire comme je peux et ça perd du sens. Donc je ne me vois pas continuer 2 ans de plus. C'est impossible, c'est invivable. Et je vous prendrai un dernier exemple, c'est moi sur ma circonscription, j'ai un commerçant qui m'expliquait qu'il avait eu en entretien une femme de 65 ans pour faire la plonge. Est-ce que c'est ça qu'on a envie d'avoir comme projet de société? Est-ce qu'on a envie que nos aînés s'assoient ça, leur temps retrouvé, c'est de continuer à devoir trimer pour essayer de partir avec une retraite complète? Je sais pas vous, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Et je crois que finalement, hier, on était très très nombreux, mais tous et toutes, il n'y avait pas tout le monde dans la rue. Je pense qu'on peut encore aller en chercher d'autres. Et je crois que finalement, à ce gouvernement qui est à côté de la plaque et qui ne comprend pas les Français qui sont à 80% contre cette réforme, et on discutait d'un chiffre tout à l'heure, sur les actifs, c'est 93% de personnes qui sont contre cette réforme. Donc ça veut dire qu'on a une foule immense et qu'on a encore beaucoup de gens à aller chercher. Et je crois que c'est à nous, c'est à vous de convaincre, à nous, à vous,
d'être encore plus nombreux et nombreuses. Et moi, j'ai envie de vous dire que comme ça, à la fin, on gagne. Merci Marie-Charlotte. Coralie, tu as 23 ans. On dit souvent que les jeunes ne pensent pas à la retraite. Pourtant, de nombreux jeunes étaient présents lors de la manifestation d'hier. Pourquoi es-tu mobilisé et qu'est-ce que la retraite pour toi? Bonsoir à tous et à toutes. Donc pour moi, la retraite est le prolongement de la vie. C'est pour cela que je suis pour la grève. Il faut tenir compte de la pénibilité des gens. Je le vois tous les jours avec mon père, qui est chef de chantier dans les travaux publics, et dont la pénibilité de son métier n'est toujours pas reconnue. Et je ne comprends pas pourquoi on fait travailler les gens d'un certain âge. Les jeunes ont du mal à trouver du travail, et les personnes en fin de carrière sont épuisées et ne veulent pas mourir au boulot. Personnellement, je ne me vois pas bosser jusqu'à ma mort. L'avenir n'est pas radieux pour nous, les jeunes, et repousser l'âge de départ ne fait que dégrader davantage les conditions de travail. C'est pour cela que je vais continuer à être dans la rue pour montrer notre colère et surtout pour obtenir un vrai droit à la retraite. Merci ma fille. Je lâche mon micro. Ah oui, c'est la fille. Alors, il est de tous les combats pour le bien vivre ensemble ici dans la circonscription et à l'Assemblée nationale. Présent lui aussi parmi les nombreux salariés, les privés d'emploi, les jeunes et les moins jeunes, les retraités, je vous demande de faire une salle d'applaudissements pour notre députée Pierre Daméville. Merci, chers et chers camarades, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi à tous ceux et celles qui sont ici à la tribune et qui ont participé à ce meeting et qui ont livré parfois des témoignages sensibles, importants. Je crois qu'on a échangé ce soir. En tout cas, moi, ça m'a touché. Voilà. Parce que on s'est dit des choses importantes, les uns, les unes, les autres. Je pense que vous aussi, qui êtes dans la salle, vous en avez eu à dire. Il y aura d'autres occasions. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui nous unit ce soir et je voudrais remercier particulièrement Sébastien Delogu, député des quartiers nord de Marseille, d'avoir répondu à votre invitation, et Marie-Charlotte Garin. Sébastien est venu en voisin. Marie-Charlotte, elle est venue un peu plus loin. Pour nous, effectivement, c'est le nord. Je suis désolé de le dire, c'est un peu comme ça. Bon, ça peut se discuter d'un certain point de vue, mais enfin, voilà. En tout cas, le vent soufflait beaucoup aujourd'hui. Je lui ai demandé, c'est pas elle qui nous l'a amené, même si ça vient de par là-haut. Voilà. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont dit, bon, il y avait du vent quand même. C'est vrai que quand il y a du vent, ici, on n'aime pas trop sortir, on sait que ça souffle fort. C'est comme ça, vous étiez là. Et je veux vraiment vous remercier d'avoir fait ce déplacement et de m'accompagner dans ce meeting. Boris, on le remerciera, il a fait un choix, ce qu'il voulait que je vous dise. On ne remercie pas. Il y avait Emmanuel Macron d'un côté, nous de l'autre. Bon, alors je plaisante évidemment, il était tenu, je crois, d'être là-bas, de ne pas le laisser tout seul, lui laisser la place libre et évidemment de jouer son rôle de député dans la circonscription. Moi, j'aurais évidemment aussi fait ce choix-là, mais il nous a fait une belle vidéo qui lui permet de participer, d'être là quand même avec nous. Voilà, donc ensemble, avec vous deux, avec d'autres, nous avons déjà mené, vous l'avez dit, beaucoup de batailles. Vous avez pu remarquer, vous voyez, les relations qui se tissent quand on mène la bataille ensemble, qui se tissent au sein des forces de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, et qu'il faut que, ben oui, on essaie d'être plus fort ensemble. C'est quelque chose qui se joue au quotidien dans notre travail, et voilà, les relations sont là, la tendresse aussi parfois, on peut le dire, parce que ben, on affronte ensemble des difficultés,
des difficultés que tout le monde et chacun affronte dans la société et que, évidemment, nous sommes à une place particulière et il nous faut mener bataille, c'est ce que nous faisons et nous allons évidemment continuer à le faire. Et si nous sommes ici ce soir, c'est finalement une chose assez simple, que chacune et chacun a dit avec ses mots, mais une chose assez simple. Nous demandons le retrait de cette réforme de régression sociale. C'est un projet irresponsable, c'est un projet qui est illégitime et nous allons le répéter sur tous les tons dans les semaines qui viennent. L'emballage du projet du gouvernement, vous avez vu, il essaie de mettre un paquet cadeau autour de son projet. Il essaie de mettre des paillettes un petit peu pour que ça brille et pour nous illusionner. Et il voudrait qu'on discute que de ça. Des petites avancées, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'il faut quand même regarder au microscope, hein. Des petites avancées qu'il adjoint à ce mauvais projet pour faire passer la pilule. Bon, et bien ça ne va pas se passer comme ça, parce que, évidemment, s'il pouvait y avoir des mesurettes qui rendent acceptable ce projet scandaleux, ça se saurait. On connaît le cœur de son projet. Et même dans cet emballage qu'il essaye de faire plier, de mettre sur le feu des projecteurs des médias, et bien on se rend compte, quand on creuse un petit peu, que ça ne marche pas. On s'en rend compte parce que, vous avez vu, ces fameux 85% du SMIC, une mesure qui est déjà inscrite dans la loi. Une mesure qui ne nous amène pas beaucoup plus loin, en réalité, de ce qui se passe actuellement et qui va concerner très peu de personnes. Très peu de personnes. Et ça ne suffira pas à vous faire rattraper ce qui vous oblige à faire par là. Le deuxième élément, il a été donné par Ryan tout à l'heure sur les carrières longues. C'est-à-dire qu'on va demander encore plus d'efforts à celles et ceux qui ont commencé plus tôt à travailler. Donc vous voyez, je prends ces deux exemples, pour ne pas trop m'étendre là-dessus, pour dire que dans tout ce qu'il raconte autour de cette réforme des retraites, il y a quand même beaucoup d'enfumage. Et je crois que rien ne rendra acceptable ce qui fait le fondement de ce projet, un projet qui n'assume pas. Ils n'assument pas le fond de leur projet. Vous avez entendu Elisabeth Borne nous dire oh, c'est un projet de justice sociale. Projet de progrès social. Je sais qu'ici vous n'y avez pas beaucoup cru. Parce que vous avez l'expérience, vous avez vu faire déjà. Vous les avez vus faire. Et puis quand vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment, on va y venir, et bien, on part en courant. Moi je leur dis une chose. Assumez. Assumez votre projet, Monsieur le Président, Madame la Première ministre. Assumez ce que vous voulez faire. Moi je vais vous dire ce que vous voulez faire. Le cœur de ce projet, c'est 2 ans de plus pour l'âge légal, un allongement éclair de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. Le projet, c'est d'abîmer le droit à la retraite, c'est de le dégrader. Le projet, c'est de nous voler 2 ans de retraite, 2 ans, les meilleures années peut-être, de la retraite. Le projet, c'est de nous priver de la retraite en bonne santé. Le projet, c'est de nous faire payer plus cher notre droit à la retraite. Le projet, c'est de gagner pour ce gouvernement sur les 2 tableaux. Il y a celles et ceux qui travailleront plus longtemps et cotiseront plus longtemps pour se payer leur droit à la retraite, et tous ceux qui ne pourront pas ou ne voudront pas et qui auront du coup des pensions dégradées. Ce gouvernement, voilà son projet. C'est profondément de dégrader notre droit à la retraite, alors que nous savons très bien aujourd'hui combien c'est un droit important, combien c'est un droit qui compte, combien aussi parfois nous sommes inégaux face à l'existence. Nous n'avons pas tous et toutes les mêmes points de vie, ça a été rappelé, selon qu'on est un ouvrier qui travaille dans la pétrochimie, sur des plateformes, selon qu'on est une femme qui travaille dans les écoles en accompagnant des enfants en situation de handicap, selon qu'on est évidemment un cadre dans une grande entreprise, selon qu'on est un patron du CAC 40, etc. On n'a pas tous et toutes les mêmes parcours de vie, évidemment. De tout cela, il faut tenir compte. Mais je vous rassure, tout le monde va passer à la caisse dans leur projet, parce qu'ils essaient d'expliquer, il y en a qui vont gagner un peu, etc., pour essayer de décrocher des gens de la mobilisation. Mais dans leur projet, tout le monde va passer à la caisse et il y en a qui vont payer 2 fois plus cher que les autres. Et c'est toujours les mêmes qui payent 2 fois plus cher que les autres. Alors voilà, c'est ce que le gouvernement appelle sauver notre système de retraite. Parce que c'est ce qu'il nous a expliqué. Ils sont là pour ça. Ils veulent sauver notre système de retraite. C'est des sauveurs. Alors sauver quoi? Sauver la finance, sauver les banques, sauver le MEDEF, sauver le système tout court. Ça, oui, évidemment, on peut dire que c'est leur projet, mais certainement pas sauver notre système de retraite. C'est aussi crédible que si Gargamel disait « je vais sauver les Schtroumpfs ».
C'est aussi crédible que si Garfield nous disait « je vais sauver les lasagnes ». Quoique la différence, c'est que lui, il les aime, les lasagnes. Eux, le droit à la retraite, ils n'aiment pas trop. C'est aussi crédible que si Rominet disait « je vais sauver Titi ». Vous voyez, il nous raconte des fables pour les enfants. Moi, je reste dans ce registre, je m'en excuse. Et voilà un peu la manière dont il nous présente les choses, et évidemment, nous ne pouvons pas y croire. Sauver le système. Est-ce que le système a besoin d'être sauvé? Alors ça a été dit avant moi par mes collègues. Est-ce que ce système a besoin d'être sauvé? On nous a déjà fait le coup plusieurs fois. Déjà, les dernières réformes, les précédentes réformes, elles allaient sauver le système. Il n'y aurait plus besoin d'aucune réforme. Il n'y aurait plus besoin d'y revenir. Et à chaque fois, ils y reviennent quand même. Il y a bien des raisons à ça, et j'y viendrai dans un instant. Franchement, le système a été beaucoup abîmé. On a été dans des logiques de définancement du droit à la retraite et de la sécurité sociale, de la protection sociale. Et donc, on a bien vu les mesures qui ont été prises pour exonérer de cotisations. Moi, je leur ai dit, vous organisez la foire aux exonérations de cotisations patronales. On a atteint des niveaux inimaginables. 72 milliards d'euros, 75 milliards d'euros d'exonération de cotisations chaque année. Parce qu'ils parlent en milliards pour vous effrayer, mais moi aussi je peux parler en milliards. Et voilà la vérité des prix. On compare ça quand même aux chiffres qui ont été annoncés par le Conseil d'orientation des retraites. En moyenne, l'ordre de grandeur, entre 2028 et 2032, 10 milliards d'euros qui manqueraient à notre système de retraite par an. Voilà. Vous avez vu le niveau des exonérations de cotisation. Rien que ça. Il faut rapporter ce déficit aussi au volume global des pensions qui sont versées chaque année. C'est-à-dire, pour avoir un ordre de grandeur, là aussi on pourrait discuter le détail, 350 milliards d'euros. 10 milliards, 350 milliards. Hein, vous voyez que ça ramène les choses aussi peut-être à de plus justes proportions pour ne pas se laisser effrayer par tous ceux qui veulent bien nous raconter. Et puis, j'entendais ce matin dans la République, chez notre collègue Maurice Ballot, faire des annonces sur les milliards qui vont être dépensés pour l'armement. Pour l'armement, on pourrait discuter de tout ça un peu plus longuement. Alors voilà, je présente les choses de cette façon-là, et après avoir quand même beaucoup travaillé à vider les caisses de la sécurité sociale, y compris avec les mesures soi-disant en faveur du pouvoir d'achat, où on contourne le salaire, on fait la prime Macron, c'est pas lui qui la verse, rassurez-vous, la prime Macron qui ne finance pas la retraite, qui passe à côté. Et ensuite on nous explique, ah oui, mais on a un problème. Bien sûr, vous avez tout fait pour qu'il y ait un problème. Je reste dans ma métaphore. C'est les Dalton qui crient au voleur, cette histoire-là. Évidemment. Donc, on ne va pas se laisser avoir par le discours qui est le leur. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que il y a quelques jours, on était ensemble dans l'hémicycle. Et le Rassemblement national défendait une proposition de loi soi-disant pour augmenter le pouvoir d'achat, et il reprenait évidemment les vieilles recettes libérales que nous avons déjà connues tant et plus. Et il proposait d'exonérer les entreprises qui accepteraient d'augmenter les salaires de cotisations sociales. Mais ça mérite d'être dit, ça. Parce qu'évidemment, c'est révélateur de ce qu'est leur véritable projet. Ils n'ont pas de vision sociale. C'est pas vrai, c'est pas ça leur préoccupation. On la connaît, leur préoccupation, on la connaît, leur obsession. C'est toujours la même. De stigmatiser, de diviser, de vouloir défendre leur établi. Donc ils font semblant. Parce qu'ensuite, ils vont nous expliquer qu'ils veulent défendre le droit à la retraite. Quelques jours simplement, après avoir annoncé qu'ils voulaient l'abîmer en empêchant de le financer correctement. Je préfère que les choses là aussi soient claires de ce point de vue-là pour qu'il n'y ait pas d'entre-nous. Parce que là, avec eux, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque, c'est la mystification. Alors après, sur ces questions de financement, j'en parle, parce qu'évidemment, c'est une partie du débat. Moi, je vous ai mis les clés de tout ça pour mener la discussion autour de vous. On a fait hier l'audition du Conseil d'orientation des retraites, le président du Conseil d'orientation des retraites. Vous savez, cet organisme qui, en permanence, suit un peu l'évolution des choses, chaque année rend un rapport pour nous permettre de voir comment les choses évoluent et de prendre des mesures si c'est nécessaire. Il a dit, je crois que c'est toi Marie-Charlotte qui viens de le rappeler, il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas d'évolution non maîtrisée
des dépenses, c'est pas vrai. Il n'y a pas le drame qui nous est annoncé par le gouvernement. Et donc la question qu'on se pose, et qu'on pose, dans cette période compliquée, avec des pouvoirs d'achat qui a été impacté, qui a baissé fortement, à ce gouvernement, avec une situation internationale que vous connaissez, à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne, c'est que franchement, vous n'avez pas mieux à faire. Vous n'avez pas mieux à faire que cette réforme. Dans la situation dans laquelle on se trouve, il n'y a pas mieux à faire que la casse sociale. Moi, je crois évidemment que, bien sûr, on peut voir les choses tout à fait autrement, et on peut, y compris s'il le fallait, trouver des ressources nouvelles pour nos retraites. On le peut, j'ai évoqué quelques pistes, j'en ajoute une autre, toujours dans les ordres de grandeur. En 2021, les entreprises du CAC 40 ont versé 10 milliards de plus à leurs actionnaires. Vous voyez, le raccourci, il est vite fait pour moi. Il est vite fait. 10 milliards d'euros versés en plus en 2021 aux actionnaires des entreprises du CAC 40. Donc on a des moyens pour financer nos retraites, et le premier, il a été cité, je vais commencer par là, mais je vais finir par là. Beaucoup de choses se jouent dans le travail, dans les salaires, dans la reconnaissance du travail lui-même. Et donc ça commence par là, la retraite, elle part de là. Elle part de ce que nous vivons dans le travail. Elle part du salaire, de la rémunération. Donc si effectivement les salaires étaient réévalués à la hausse, si on augmentait le SMIC, si on diminuait l'écart de salaire, même si on résorbait complètement, et si on installait l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, ça changerait tout du point de vue du financement de notre système de retraite. Donc ça part de là, ça part de là, ça part du travail. Et moi je crois aussi effectivement que nous avons besoin de soigner le travail. Tous ces débats autour de la retraite, ça nous renvoie à cette question-là. La manière dont nous travaillons, la manière dont nous vivons le travail, ce que le travail nous fait. Au fond, moi je crois que le travail c'est un grand geste de civilisation et de partage. Nous participons, chacune, chacun, à répondre aux besoins de l'ensemble de la société. C'est un geste qu'il faut valoriser, qui mérite, qui nous caractérise en tant qu'être humain. Travailler, effectivement, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, pas en étant exploité, pas en n'étant pas considéré. Donc, tout ce que nous pourrons faire pour changer le travail, pour vivre mieux au travail, pour être en meilleure santé au travail, pour ne pas souffrir au travail, pour être heureux au travail, mais je crois que ça nous profitera tout au long de la vie, et y compris jusqu'à la retraite. Donc on a besoin de s'occuper de cette question-là de manière sérieuse. On n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe au travail, c'est un peu la boîte noire. Donc je crois vraiment que ce que nous sommes en train de discuter autour de cette question de la retraite, ça nous renvoie profondément à cette question-là, qui est de soigner le travail. Alors pourquoi nous tenons à la retraite? Pourquoi nous y tenons si fort? Franchement, vous l'avez dit. Mais je vais le dire un peu avec mes mots très rapidement. Nous y tenons parce que, bon, il touche à quelque chose de très sensible dans la vie de chacune et de chacun. Tout à l'heure, Sébastien évoquait la situation de son père. On a tous et toutes en tête ce qui s'est passé autour de nous, nos familles. Moi, j'ai en tête la retraite heureuse de mon grand-père. J'ai en tête mon père qui, lui, ne l'a pas connu. Vous voyez comment on est inégaux devant ces situations-là. Et ça me touche profondément. Tout ça nous touche dans notre entourage, ça nous touche nous, quand on se projette, de savoir à quelle retraite on aura droit, qu'est-ce qu'on pourra en faire. 1910, première tentative de loi pour la réforme de la retraite assurée. Je ne vais pas faire l'historique. C'était le droit à la retraite pour des gains en 1910. Les organisations syndicales disaient c'est la retraite pour les morts. Voilà le slogan pour mener bataille en disant attendez, vous êtes en train de nous enfumer. Comme aujourd'hui, ils sont en train de nous dire on va sauver la retraite. Là, ils instauraient la retraite, mais pour qui à l'époque? C'était vraiment pas beaucoup. Voilà, beaucoup de chemin était parcouru depuis. Et on a consolidé ce droit. Et puis on a aussi animé, effectivement, mais nous ne voulons pas la retraite pour se soigner. On ne veut pas y aller à ce qu'ils sont en train de faire aussi. Vous voyez, ils réduisent le temps de trajet entre l'entreprise et les EHPAD. C'est ça un peu le plan du gouvernement. Pour nous, le droit à la retraite, c'est une formidable invention sociale. C'est un geste de civilisation. C'est un formidable espace de liberté qui se promet à nous, qui s'offre à nous. C'est ça qui vraiment nous touche.
dans ce droit si singulier que le droit à la retraite. C'est la possibilité d'être libéré de ce qu'on appelle le travail prescrit et de pouvoir choisir effectivement de ce qu'on va donner, où on va le donner, comment on va le donner. On ne s'arrête pas de travailler à la retraite. On s'arrête d'avoir ce travail-là qui est un travail prescrit, ce qu'on appelle le travail prescrit. Mais on continue à faire des choses très utiles. Et puis on le fait en toute liberté, en pleine liberté. Il y a une forme de libération dans ce droit-là, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui nous tire en avant. Et je crois que c'est ça qu'ils essayent d'abîmer profondément. Cette idée-là qui leur déplaît, qui leur pose un problème dans leur vision du monde, un toute étriquée, toute étroite. Pour eux, c'est quoi? C'est l'humain productif, l'humain compétitif. C'est ça qu'ils veulent mettre à l'ordre du jour. Et nous, c'est évidemment pas notre vision des choses. Cette certaine idée de la vie que nous défendons, je crois qu'elle leur est profondément insupportable. Je continue à filer la métaphore, après je m'arrêterai là, je ne vais pas vous lasser, mais Obélix, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Eux, ils sont tombés dans le capitalisme, ils sont enfermés dedans, maintenant ils n'arrivent plus à en sortir. Voilà la démarche qui est à l'heure, et ils veulent nous enfermer dedans. Alors nous avons des propositions. Je l'ai dit rapidement, ça mériterait d'être discuté tout ça. Nous en avons. Je pense qu'elles convergent, ce pas toujours exactement les mêmes, mais tout ça, ça fait partie du débat. Et on veut ouvrir ce débat de manière tout à fait différente. C'est-à-dire en disant comment on va améliorer notre droit à la retraite. Voilà, discutons de ça. Ça, c'est un sujet intéressant. Comment on va le dégrader, c'est un sujet qui nous intéresse moins. Comment on va l'améliorer, oui, ça nous intéresse. La retraite à 60 ans, une durée de cotisation pour une carrière complète qui le permette d'avoir sa retraite à 60 ans, pas tricher, vous voyez, entre l'âge légal d'un côté et la durée de cotisation de l'autre. Donc nous, on était plutôt dans mon parti pour 37 ans et demi, qui était une formule historique que nous avons connue, mais il faut de toute manière revoir cette notion de carrière complète. Il y a intégré dedans des choses qui ne sont pas aujourd'hui. Tout ce qui est l'inactivité subie au cours d'une vie, au cours d'une carrière professionnelle, une partie des études sans doute, parfois quand on aide un proche, de congé de maternité, de parentalité, etc. Il y a un certain nombre de choses dont nous savons qu'il faut peut-être les prendre en compte un peu mieux dans le calcul de la retraite. Corriger mieux les inégalités, elles sont criantes, beaucoup de petites pensions. Les femmes, d'abord, qui sont prioritairement concernées, impactées par ces petites pensions. Difficile de vivre avec une petite pension aujourd'hui. Et nous voulons une pension qui permette de vivre dignement. Donc il faut discuter du montant des retraites. Ils ont quand même laissé les pensions se dégrader. C'est eux qui ont laissé les pensions se dégrader. En refusant de les augmenter pendant des années. Pendant des années, avec des manifestations de retraités qui n'ont pas arrêté depuis 10-15 ans maintenant pour obtenir une revalorisation des retraites. Nous proposons une indexation sur les salaires. Nous voulons tout simplement une retraite qui permette de vivre dignement, garantir un bon taux de remplacement avec un plancher au niveau du SMIC, prendre en compte la pénibilité, la surpénibilité dans les carrières. Vous voyez les chantiers, bien sûr, ils sont importants. Et on peut aller chercher des financements pour permettre tout ça. Mais la première chose à faire, c'est de faire échec à cette réforme. Là, dans les jours qui viennent, ça se fait. On est dans un moment décisif. Alors hier, vous y étiez, nous y étions, c'était énorme, c'était une manifestation monstre, le grand plaisir de se retrouver pour tous ceux et celles qui ont vécu ce moment dans les rues de Marseille. Combien étions-nous? C'était pas, on ne pouvait même pas le compter, en vérité. Il y en a qui essayent à la préfecture, ils ont des malades. Et nous, on a frappé un grand coup. Les journalistes m'interrogeaient à la conférence de presse l'année dernière en disant alors, où est-ce que vous situez la part de la réussite? À combien vous estimez que ça sera réussi? C'est pas une question. Vous allez voir le nombre de gens qui sont dans la rue, ça sera énorme, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas parce que la colère est là, profonde, le rejet est là, profond. Moi je savais les organisations syndicales tout à l'heure, tu l'as fait Nathalie, et je te remercie, y compris on peut remercier Nathalie d'avoir animé quand même. Je savais les organisations syndicales, parce qu'elles aussi, elles sont au cœur du cyclone. On était partisans de cette mobilisation, et évidemment, on a beaucoup
cherché à les affaiblir, à les discréditer, à les contourner elles aussi dans la période passée, mais je crois qu'on a besoin de l'action et de la réflexion collective, on a besoin de nos organisations syndicales. Donc bravo, bravo pour cette réunion. Et j'ai envie de vous dire que ça, ils sont en réunion ce soir visiblement dans le département, et puis il y a des soirs ailleurs, il va falloir en remettre encore un peu. Parce que si j'ai bien écouté les réactions du président de la République hier, il n'a pas encore bien compris le truc. Il n'a pas encore bien compris le truc. Il a cru que c'est comme un petit enfant qui fait un caprice à la caisse. Il a cru que c'était une sorte de folklore. Oh oui, c'est normal, voilà, ils ne sont pas d'accord, ils vont manifester, puis de toute façon, on va le décider quand même. Voilà. Mais évidemment, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Ils veulent essayer de nous décourager, de nous minimiser, de nous mépriser. Et c'est une attitude insupportable. C'est une attitude qui n'est pas au niveau, pas à la hauteur des responsabilités qui sont celles d'un président de la République, d'une première ministre, d'un ministre, de traiter comme ça celles et ceux qui manifestent. Et donc ça ne va pas le faire, ce petit côté content de soi, ce petit côté sourire en coin, ce petit côté tranquille des mille. Ça va pas marcher, ça va nous énerver beaucoup. Ça. Et pas que nous. Et pas que nous. Ce petit côté, on le fait pour votre bien. Parce que nous, on est des gens responsables, ce qui n'est pas votre cas, naturellement. S'ils étaient responsables, ils ne feraient pas ça. S'ils étaient responsables, ils ne feraient pas avec tous les dégâts qu'il va faire et avec toute la colère qu'il provoque dans le pays. Parce que Macron, c'est quand même un président, il a beaucoup réussi à mettre le pays dans la rue. Ça, il sait faire. Depuis 6 ans maintenant, je crois qu'on peut lui reconnaître au moins cette qualité. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Je crois que le message qu'on peut lui envoyer, c'est qu'il va falloir un truc au sérieux, il va falloir nous prendre un peu au sérieux. Il va falloir comprendre que, non, Monsieur le Président de la République, la démocratie, c'est pas imposer une réforme avec, comme je l'ai vu l'autre jour, une enquête d'opinion. Il y a 15% de gens qui se déclarent favorables. Non, ça, c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça. Et quand on exerce des fonctions comme celle-là, on le sait. On s'en rend compte que ça marche pas, que ça passe pas, que ça va dans le mur, que ça ne correspond pas à la volonté populaire. Ils veulent plier le mouvement social, ils veulent plier la gauche, ils veulent plier l'alternative. Et moi je crois, en faisant ça, en voulant plier la République sociale, ils prennent un risque majeur. Et ils font le lit du pire. Et c'est aussi pour ça que nous sommes mobilisés ici, ce soir, avec vous. Mais je crois que le mouvement social est là pour gagner la bataille, que nous sommes là pour gagner la bataille, ça ne va pas se passer comme ils le croient. Il va falloir qu'ils se préparent dans leur petite tête à renoncer à ce projet. Vous voyez, il faut la faire grandir, cette musique, ce que je disais, journaliste de la Provence tout à l'heure, on va faire de la pédagogie. Ils nous disent qu'ils vont nous faire de la pédagogie, nous aussi on va leur faire un peu de pédagogie. On va leur expliquer à quel point, de toute manière, ça ne marchera pas, l'histoire, ça ne peut pas passer. Et il faut qu'ils se mettent dans l'idée tout simplement qu'il va falloir renoncer. Le plus rapidement possible sera le mieux, mais il va bien falloir renoncer parce qu'il n'y a pas d'alternative à ça. Il va falloir que cette hypothèse fasse son chemin, il va falloir comprendre la force de cette colère et de ce refus. Alors voilà, pour ça, nous avons besoin de mener une grande bataille autour de nous, une bataille de conviction. Nous sommes en campagne. Dans les jours qui viennent, ma lettre, que vous avez vue peut-être à l'entrée, celle-ci arrivera dans toutes les boîtes aux lettres de la circonscription, avec un décryptage, en tout cas c'est le mien, de 12 questions, 12 réponses sur les retraites, pour que chacun voilà, et tous les sons de cloche puisse se faire son idée, analyser, et j'espère évidemment se mobiliser. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on en a déjà reçu, c'est de nous envoyer des témoignages, des vidéos, on en aura besoin pour mener cette bataille parlementaire si on ne retire pas le projet avant, parce qu'après tout, c'est ce que nous voulons. On va faire rentrer la vie dans l'Assemblée nationale, donc tous les témoignages que vous pourrez nous apporter, je crois qu'ils pourront nous être utiles. On utilisera tout ce que nous pouvons utiliser dans la bataille parlementaire. S'ils viennent avec leur projet, y compris aller jusqu'à ce qu'on appelle une motion référendaire, qu'ils aient le courage de soumettre ce projet à l'assentiment populaire si ils veulent vraiment aller au bout. Et moi, je leur suggère de renoncer avant et de ne pas aller au terme de cette discussion. Voilà, on va mener la bataille pied à pied, par tous les moyens. Et c'est le rapport de force dans le pays qui va déterminer ce qui va se passer. On vous l'a dit, à l'Assemblée nationale, on va y aller de toutes nos forces. Mais ce qui va vraiment nous donner de la force, c'est ce qui va se passer
dans la rue, dans le pays, tout ce qui va s'exprimer dans les temps qui viennent. Donc dès lundi, nous parlerons avec la force de votre colère, de vos espoirs, avec la force de vos convictions, de vos histoires de vie et de travail. Et nous le ferons, puisqu'on va recevoir Olivier Dussopt, dès rendez-vous pour ceux et celles qui sont intéressés, à 16h30 avec Olivier Dussopt. On se prépare nous aussi, à la commission des affaires sociales. Et nous le ferons, ce travail, et nous mènerons cette bataille avec vous pour que continue dans le pays à grandir la conscience de ce qui est en train de se passer. L'Assemblée nationale va être une caisse de résonance aussi de ce débat-là. Voilà. J'en termine en vous disant qu'il n'y a pas d'arrangement. Il va y avoir du dérangement. Il va y avoir du dérangement. On va vous déranger, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre. On va vous déranger. Je le dis parce que vous m'avez vu monter à la tribune il y a quelques jours. Je sais que ça a fait le buzz. Je le sens, je vais vous déranger, etc. Chacun a compris que c'était l'ironie quand même. Donc là, je l'assume dans l'autre sens. On va vous déranger, Monsieur le Président de la République. Et on ne va pas s'excuser de vous déranger. Alors voilà, de toutes les métiers, de toutes les générations, de tous les territoires, unissons-nous. Vive cette nouvelle étape de la vie, vive la retraite.